Freddy Nelson, j'ai 33 ans, mais je mens parfois sur mon âge et je suis auteure et chroniqueuse. Escorte, je l'ai fait, c'était en fait une commande. C'est un éditeur qui m'avait trouvé sur Internet grâce à mon blog, puis il voulait faire un projet avec moi. Je lui ai proposé d'écrire sur ma propre expérience dans l'industrie du sexe. Puis c'était... je me suis beaucoup questionnée sur mon témoignage parce que personne ne savait que j'avais fait ça. Puis j'ai demandé la permission aussi à mon conjoint parce que c'est quand j'étais escorte que je l'ai rencontré. Puis c'était très important pour moi qu'il accepte que j'en parle parce que s'il ne voulait pas, j'aurais compris puis je ne l'aurais pas écrit. Alors escorte, ça pas, je vois pas ça comme étant un livre qui a nécessairement une valeur littéraire, mais plus une valeur sociale. C'était un besoin que j'avais de l'écrire. Puis Juicy, c'est plusieurs années après Escorte que je l'ai écrit parce qu'entre les deux, j'ai eu 2 enfants. J'utilise peut-être ça comme excuse pour laquelle je n'ai pas écrit pendant un certain temps, je ne sais pas. Mais j'ai eu énormément de plaisir. Puis c'est vraiment un roman. C'est une parodie de roman Harlequin, en fait, que j'ai fait avec Juicy, qui se passe dans l'industrie pornographique. J'ai toujours été curieuse par rapport à la sexualité. J'écris dans mon journal intime depuis que j'ai 8 ans. Puis c'était très surprenant pour moi de voir qu'à 8 ans, j'avais écrit que j'avais hâte de faire l'amour. Je ne sais pas d'où ça part, cette envie-là. Et très tôt, j'ai pensé que j'allais travailler dans l'industrie, mais j'y connaissais absolument rien. Je voulais parce que j'avais l'impression que les femmes dans cette industrie-là en savaient beaucoup plus que moi, surtout sur les hommes, sur la sexualité. Surtout, ça m'attirait énormément. Puis aussi, il y a une phrase qui reste beaucoup en moi, c'est une phrase de l'artiste Suzanne Limard ou Lamar, je ne veux pas me tromper. Puis cette dramaturge-là a écrit qu'il y avait au fond juste deux façons de bien connaître quelqu'un. C'était soit de le regarder mourir ou soit en faisant l'amour. Puis regarder mourir, ben c'est moins facile, ça me tente moins. Et c'est vrai que pour moi, avoir été escorte ou faire l'amour sans être payée, c'est vraiment une façon d'atteindre l'autre personne, une façon que j'aurais pas autrement. Peut-être parce qu'on se dévoile beaucoup dans ces moments de vulnérabilité-là. Puis c'est ce qui a vraiment fait en sorte que j'ai voulu être escorte. Ça, puis aussi le fait que il fallait que je travaille. Puis à cette époque-là, j'étais libraire, j'étudiais aussi. Puis c'était beaucoup pour moi. Je suis quelqu'un, j'ai constaté, je les connais maintenant, mes forces, mes faiblesses. Puis c'est pas nécessairement de la paresse, mais j'ai beaucoup de difficultés à faire du 9 à 5. Puis escorte, vu que c'était un horaire que je choisissais, ça me donnait beaucoup de liberté. Je suis quelqu'un qui va retenir surtout le côté positif de tout ce que je vis. Puis en fait, c'est au moment où j'ai écrit escorte que là, je suis retombée dans tous mes souvenirs parce que je gardais des cahiers pour plusieurs raisons, parce que j'aime ça détailler ma vie, mais aussi le côté pratique de si j'écris sur un client, bien, je veux pouvoir m'en rappeler plus tard. Alors, j'écrivais le plus de détails possible sur la personne, sur ce que la personne aimait, les derniers spectacles de musique qu'elle avait vus. Et c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai pas aimées, mais vraiment, ce que j'ai le moins aimé, ce que j'ai trouvé très, très difficile, ça a été de me retrouver toute seule parce que encore aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a Internet, il y a des groupes, des forums de travailleuses du sexe. Mais à ce moment-là, j'avais même pas Internet chez moi. Puis je voulais pas mentir à mes amis sur ce que je faisais. Fait qu'au lieu de leur mentir, j'ai décidé de ne plus avoir d'amis. J'ai coupé tout contact. Puis j'avais comme routine que chaque vendredi, c'est là que dans les dépanneurs arrivaient les revues à potins. Puis j'en achetais. Puis c'était un peu mes amis à moi. C'est un peu pathétique de dire ça, là, mais je trouvais ça vraiment... C'est ce que j'ai vraiment trouvé difficile de me retrouver, en fait, avec Jessica Simpson puis Paris Hilton comme fausse meilleure amie, parce que mes amis, bien, je les avais désertés au lieu de leur mentir. Il y a aussi la crainte, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, on ne sait jamais qu'est-ce qui est vrai et faux dans ce travail-là. Mais sinon, le contact avec les gens, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai commencé à être escorte parce que j'étais curieuse, mais j'avais quand même des idées sur les hommes très arrêtées. Je pensais pas les aimer. Puis, je me suis sentie beaucoup plus proche grâce à ce travail-là, beaucoup plus proche des hommes, qu'on n'est pas si différents que ça, les femmes des hommes, qu'eux aussi ils ont des difficultés, ils ont des rêves, ils ont des secrets à partager. Je pense que c'est vraiment le contact avec les personnes que j'appréciais
d'être à la fois moi-même puis une personne un peu fantasmée. Pour certaines filles qui sont dans l'industrie, c'est important de créer une limite entre qui elles sont personnellement puis qui elles sont professionnellement. Moi, je trouvais ça beaucoup plus facile d'être moi-même. Alors, mon nom était différent. Mais si les clients me posaient des questions, par exemple, en quoi j'étudiais, qu'est-ce que j'avais fait la fin de semaine, je pouvais très bien leur dire que j'avais vu mes parents, que j'étais tellement fière de mes parents parce qu'ils étaient mariés depuis 20 ans, j'avais 2 frères, etc. Ils me connaissaient bien, je n'avais pas à mentir. Alors, pour moi, c'était une façon d'être moi-même, puis d'en découvrir beaucoup sur moi. Ça a été hyper thérapeutique. Ce que j'acceptais pas de moi, un peu le côté superficiel, par exemple, j'ai appris à l'accepter quand j'étais escorte. Parce que je me suis dit que socialement, la pire chose que tu peux faire quand tu es une fille, c'est d'être escorte. Puis là, une fois que tu l'es, ben pourquoi pas accepter tout ce que tu es aussi. Alors, j'étudiais en littérature, un milieu un peu snob. Je pouvais pas dire dans ma tête que j'aimais Britney Spears. Moi, là, après avoir été escorte, c'était pas grave. Je veux dire, au karaoké, c'est elle que je chante encore. Ça a été aussi un moyen de savoir qu'est-ce que j'aime, puis qu'est-ce que j'aime pas, et de beaucoup en apprendre sur mes limites et de comment les imposer. Je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais quand tu es escorte, c'est très simple, le contact, le contrat que tu as avec une autre personne. Mais il y a toujours des zones grises, puis il faut apprendre à les communiquer parce que c'est la chose la plus importante quand tu es dans l'industrie du sexe, d'être consciente de tes limites puis de les faire accepter des autres. Je pense que chaque escorte a une clientèle qui lui est propre. Moi, c'était une clientèle très vanille, fait que j'ai pas eu de choses exceptionnelles. Ce à quoi je m'attendais pas, c'était que certains hommes me fassent des déclarations d'amour. Moi, quand j'étais escorte, je travaillais dans un appartement qui était loué par une agence. Puis à un moment donné, il y a un gars qui s'est enfermé dans la salle de bain parce qu'il avait compris que je déménagerais jamais avec lui, que je serais pas en amour avec lui. Ça faisait plusieurs semaines qu'il venait me voir, qu'il amenait des CD de Kenny G, qu'il les faisait jouer en me massant. Puis quand il m'a dit qu'il m'aimait, puis qu'il venait d'avoir une promotion à son travail, puis qu'il s'attendait à ce que j'accepte parce que là, il pouvait me donner de l'argent sans que j'aille à travailler, puis qu'il a compris que je faisais pas ce travail-là pour avoir un homme dans ma vie, bien, il s'est enfermé, puis il pleurait, puis il criait. Puis là, je savais pas du tout quoi faire. Mais l'agence dans laquelle je travaillais, il y avait un appartement juste en face du mien, puis c'était quelqu'un qui était là pour nous protéger. Alors, je l'ai appelé, mais je ne sais pas du tout ce qui s'est passé entre lui et le client. Sinon, j'ai fait aussi de la webcam. Puis quand je faisais de la webcam, là, c'était plus original ce que les gens pouvaient me demander. De la webcam à mon époque, parce que maintenant, c'est plus comme ça, là. Mais c'était dans un studio. Puis j'avais 3 écrans d'ordinateur devant moi. Et quand les gens me prenaient en privé, là, les autres personnes n'avaient pas accès à ce que je faisais avec la personne. Et il y avait un membre de ce site Internet-là qui voulait me voir écraser des autos. C'était vraiment ça. J'étais même pas obligée d'être toute nue. Là. J'étais en petite lingerie et j'écrasais des autos que j'avais achetées au Dollarama pour lui en avance. C'était ça. Ça, je trouve ça bien amusant. J'étais très stressée par rapport aux maladies aussi, parce que je recevais quand même plusieurs clients. Je travaillais 2 à 3 fois par semaine, mais je pouvais voir entre 5 et 10 personnes chaque jour que je travaillais. Ça ne veut pas dire que j'avais des relations sexuelles complètes avec ces personnes-là, mais il peut se produire plein de choses pendant une relation sexuelle, comme par exemple un condom qui se brise ou qui reste pris aussi. Alors, j'avais beaucoup d'inquiétudes par rapport aux infections transmises sexuellement. C'est ce qui a fait aussi que je me suis tournée vers Jésus comme une béquille. Ça fait drôle de dire ça. C'est vraiment à cause de l'industrie du sexe que je suis croyante. Mais je l'ai vraiment utilisé comme béquille au départ. Puis après, ben, j'ai relu la Bible, ce que j'avais fait au cégep dans un cours d'histoire de civilisation. Et je suis devenue croyante, là. Ça m'a beaucoup aidée, en fait. Je pense que c'est ça. C'était Jésus puis les revues à potins, Paris Hilton, etc., qui ont facilité ma solitude pendant la période où j'étais escorte, parce que c'était vraiment ça, la solitude qui était très, très difficile. Il y a énormément de choses qui ont changé.
Il y a plusieurs comités parlementaires qui disent que les lois ne sont pas efficaces, qu'elles aident personne. Les conditions de vie et de travail des travailleuses du sexe ne sont pas améliorées avec les lois, avec les nouvelles lois, entre autres. Quelque chose de très important, c'est qu'il y a eu le jugement Himmel, puis ensuite c'est allé en Cour suprême. La Cour suprême a statué que plusieurs articles de loi en lien avec le travail du sexe étaient anticonstitutionnels parce que ça contrevenait au droit à la sécurité et à la dignité des travailleuses. Et la Cour suprême a recommandé la décriminalisation puis qu'on retire certains articles de loi du Code criminel. Mais ça aurait pu être une occasion incroyable pour le Canada de faire en sorte qu'on suive, par exemple, le modèle de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a décriminalisé en 2003 et le résultat de ça, selon les dernières études, c'est qu'en fait, effectivement, la sécurité des travailleuses est renforcée. Le contact avec toutes les personnes, que ce soit clients, travailleurs, travailleuses, la police, les autorités, les proches, s'est amélioré grandement. Mais c'était Harper qui était au pouvoir quand la Cour suprême a recommandé un changement au niveau de la criminalisation. Et Harper, ce qu'il a fait, c'est que, oui, il a changé les lois, mais il les a rendues d'une certaine façon encore plus dangereuses pour les travailleuses. Maintenant, c'est les clients qui sont criminalisés. Et ça fait en sorte, par exemple, je peux te donner un exemple. Toi, tu aurais le droit de faire un film. Comme moi, j'aurais le droit d'être travailleuse du sexe, mais personne n'aurait le droit d'écouter ton film. Est-ce que pour autant, tu trouverais que ton travail est décriminalisé et légalisé? Non, parce que personne n'a accès légalement à ça. Alors moi, si je décide de travailler avec une amie, je peux être vue comme la proxénète de mon amie. Et les clients qui viennent me voir vont être criminalisés aussi, peuvent recevoir des lettres à leur domicile. Ils peuvent se rendre en prison, ils peuvent avoir leur nom dans les médias aussi. C'est une situation qui est déplorable, puis que la majorité des groupes de défense des droits, que ce soit au Canada ou mondialement, proscrit parce que ça aide personne. Mais quelque chose de majeur aussi, par exemple, depuis les 15 dernières années, c'est que oui, au Canada, les comités parlementaires disent que sont inefficaces, les lois, mais mondialement, il y a vraiment aussi un changement de mentalité et une meilleure connaissance de ce que c'est le travail du sexe. Dans les dernières années, il y a Amnesty International qui a recommandé la décriminalisation. C'était une recommandation très, très, très attendue par les groupes de travailleuses. Puis grâce à Internet, il y a beaucoup plus de discussions aussi entre travailleuses du sexe. On s'aide mutuellement, on reconnaît notre expertise, mais aussi l'ensemble de nos expériences, qu'elles se ressemblent ou non. Ça aide beaucoup. Définitivement, c'est encore un sujet tabou. De moins en moins, mais ça le reste. On le voit comme un débat. On le voit comme pour ou contre la prostitution, pour ou contre le travail du sexe, quand en fait, ça devrait juste pas être un débat. La vie de personne est à débattre. Et je crois pas qu'il doit avoir un consensus sur la question du travail du sexe, comme il n'y a pas eu de consensus par rapport au mariage entre homosexuels ou par rapport à la légalisation de l'avortement. L'ensemble de la société n'était pas unanime par rapport à ça. Je crois que c'était même pas la majorité des gens qui étaient prêts à accepter la légalisation de l'avortement ou du mariage entre homosexuels. Pourtant, ça s'est fait et on voit que petit à petit, la stigmatisation, les clichés se transforment et on en connaît de plus en plus. On est prêt à accueillir ces réalités-là. Ce que j'espère va se produire aussi avec le travail du sexe. C'est une de mes obsessions, la sexualité. Puis je pense qu'avoir été escorte ne m'a pas rendue experte, mais m'a rendue plus curieuse. Puis après avoir été escorte, j'ai été intervenante aussi dans un organisme de défense des droits et d'éducation des travailleuses du sexe. Puis des fois, c'est très dur pour moi de reparler d'escorte parce que quand je l'ai écrit, j'avais des préjugés moi aussi. C'est pour ça que je ne juge pas les gens qui peuvent s'imaginer ce qu'ils veulent sur l'industrie du sexe. C'est pas de la mauvaise foi, c'est pas de l'ignorance, c'est juste qu'on n'est pas toujours en contact avec quelqu'un
qui est prêt à nous dire, ben c'est ce que je fais le vendredi soir, admettons. Puis dans mon livre, ben j'en ai des idées vraiment très arrêtées, par exemple sur les danseuses nues, quand à l'époque, j'en connaissais aucune. Puis une fois que ça a été publié, le livre, il y a quelqu'un qui m'a recommandé, en fait, qui m'a envoyé une annonce d'emploi chez Stella, l'organisme dans lequel j'ai travaillé. Puis c'est quand j'étais intervenante que là, j'étais en contact avec tellement de femmes différentes, avec un vécu différent dans l'industrie, que j'ai vu à quel point mes idées étaient nocives. C'était vraiment des préjugés. Puis ça m'a donné beaucoup d'ouverture envers les autres personnes, que ce soit des travailleuses du sexe ou le monde en général. Probablement que ça m'a rendue aussi avec des idées par rapport à la liberté, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais beaucoup par rapport au corps. Je ne conçois pas pourquoi on ne permet pas aux femmes de faire ce qu'elles veulent de leur corps, pour qu'on les juge pour ça aussi. Puis ça, je l'ai constaté quand j'étais escorte, quand je parle de mon expérience d'escorte, mais aussi à travers la maternité. On est toujours jugé pour ce qu'on va faire. Notre corps est très limité par la société, par le regard d'autrui. Puis moi, ça compte pas vraiment pour moi, ce regard-là. Puis j'aimerais ça que tout le monde puisse s'octroyer cette liberté-là.